Je vous propose qu'on débute à présent cette conférence sur la pleine conscience avec les enfants. Donc déjà, bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravie de vous voir si nombreux aujourd'hui. Ça montre bien à quel point la pleine conscience auprès notamment du public enfant a un intérêt et un attrait de plus en plus marqué. Et vraiment, c'est quelque chose qui me réjouit. Donc, bienvenue à tous. C'est un plaisir aujourd'hui de vous voir ici. Donc cette réunion, cette conférence va se passer en plusieurs parties. Je vais partager mon écran d'abord, donc juste pour une question organisationnelle, hein, je l'ai déjà dit avant, mais veillez bien à ce que votre micro soit coupé, comme ça si jamais il y a du bruit chez vous, ça ne dérange pas les autres personnes qui écoutent aussi la conférence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à intervenir directement, il n'y a pas de souci aussi, hein, c'est vraiment ça, c'est une question qui est urgentissime, il n'y a aucun souci. Voilà à peu près pour... il y aura un moment bien évidemment de temps d'échange, de réponse aux questions plutôt à la fin, vu qu'on est nombreuses aujourd'hui, mais n'hésitez pas vraiment à intervenir si c'est nécessaire durant le fil de la conférence. Alors, je vais partager du coup. Voilà, ce qui fait que je ne vous vois plus tous, mais voilà, s'il y a un souci aussi pendant la conférence et que tout à coup vous ne me voyez plus moi, ou vous avez un problème de son, vous ne voyez plus l'écran, n'hésitez pas à me faire un petit message, un petit signe, de manière à ce que vous puissiez profiter pleinement de ce moment et du coup que ce soit intéressant pour vous. Alors, déjà, voilà, 2-3 informations pour retrouver des informations, si jamais, pour pouvoir me contacter au besoin. On va aujourd'hui donc parler vraiment de pleine conscience avec les enfants. Dans cette approche théorique de la pleine conscience, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on met comme terme là-dessous? On abordera un peu la question de l'historique et des fondements, d'où ça vient. Pourquoi est-ce qu'on la pratique avec les enfants et est-ce qu'il y a des particularités au fait que cette pleine conscience s'instruit ou se partage avec les enfants, ou est-ce que c'est similaire à une pratique avec des adultes? On parlera bien évidemment des bienfaits de cette pratique, un petit peu de comment est-ce qu'on articule ces pratiques, est-ce qu'elles ont des thèmes, est-ce qu'il y a des modalités particulières, et puis un petit temps aussi sur peut-être vous en tant que professionnel, si vous avez déjà débuté ou pas, comment est-ce que vous souhaitez débuter, voilà, comment est-ce qu'on peut planter des petites graines de pleine conscience. Ce sera vraiment une initiation, vu qu'on on a 1 heure, donc, et on pourrait en parler bien plus longuement. On aura aussi un temps de questions-réponses à la fin. Donc voilà, je me présente rapidement. Là, le but, ce n'est pas de faire long vis-à-vis de moi, mais plus que vous sachiez un petit peu qui je suis, voilà pourquoi je propose cette pratique. Donc, je suis enseignante spécialisée à Genève, dans une école privée spécialisée sur la commune de Tonnay, et ça fait 10 ans que j'enseigne. Donc, en l'occurrence, dans une classe primaire, donc avec des élèves qui ont entre 11 et 13 ans à peu près. Il y a de ça un peu moins de 10 ans, j'ai eu la possibilité d'accueillir une logopédiste qui débutait la pratique de la pleine conscience avec les enfants et qui cherchait un peu une classe cobaye pour pouvoir justement mettre en place des pratiques de pleine conscience là où elle s'était formée. Et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à l'accueillir dans ma classe. En 8 semaines, à raison d'1 heure par semaine, j'ai vu aussi vraiment les effets positifs et les bienfaits de cette pratique de pleine conscience, autant au niveau du cadre de la classe, du climat de classe, du climat ambiant, et aussi au niveau des élèves eux-mêmes, et puis personnellement aussi. Et du coup, j'ai décidé de continuer à me former dans le domaine de la pleine conscience. J'ai fait une formation certifiante en 2016 et puis continuer à pratiquer bien évidemment avec mes élèves et également à l'extérieur
différents centres sur Genève. Et puis, tout récemment, j'ai eu la possibilité du coup de publier un ouvrage de pleine conscience qui s'articule vraiment comme un programme de pleine conscience sur une année. On en parlera, on verra pourquoi sur une année, pourquoi pas sur quelques semaines. C'est aussi la réflexion qui m'a amenée à écrire cet ouvrage et puis à le partager maintenant avec des enseignants, des éducateurs, des psychologues, psychopédagogues, etc. Donc voilà. On est beaucoup aujourd'hui, donc je ne vais pas avoir le temps de vous demander à tous de vous présenter, d'où vous venez, etc. Mais je ne sais pas s'il y en a qui ont particulièrement quelque chose, une expérience, des attentes particulières, quelque chose qui, dans le programme de pleine conscience, enfin de la conférence d'aujourd'hui, vous dit, ah mince, est-ce qu'on va aborder ça? J'étais venue que pour ça. N'hésitez pas du coup à me poser la question. On peut regarder bien évidemment si on peut rajouter quelque chose. Donc, qu'est-ce que la pleine conscience? J'aime bien cette petite image. Le terme de pleine conscience, il est très ambigu. On pourrait appeler ça, normalement, le vrai terme, le long terme en français, c'est méditation de pleine conscience. En anglais, mindfulness. Le terme de mindfulness prête moins à confusion. Le terme de pleine conscience, en français, le problème, c'est que du coup, on est vraiment dans quelque chose lié au mental, lié à la conscience. D'autres personnes préfèrent traduire plutôt que pleine conscience, appeler ça présence attentive ou une attention présente. Il peut y avoir plusieurs traductions qui, du coup, ont peut-être un peu plus de sens, vraiment liées à la pratique et à ce qu'on attend de cette pleine conscience. Donc voilà, il faut juste faire attention à ce terme qui, du coup, des fois prête à confusion. Et il ne s'agit pas forcément de réfléchir à, mais plutôt d'être pleinement présent. Donc la pleine conscience, c'est vraiment une méthode qui est maintenant bien largement étayée, validée scientifiquement, avec plusieurs points, on va dire, ou plusieurs points clés sur lesquels on peut se baser pour décrire cette pratique. Dans la pleine conscience, il s'agit donc d'amener toute son attention dans le ici et maintenant. Donc, on ne va pas demander à l'enfant ou à l'adulte, peu importe la population avec laquelle on travaille, de se focaliser sur des souvenirs ou le passé, ni d'anticiper le futur et d'être dans des projections, mais vraiment de s'ancrer dans le moment présent. Dans la pratique de la pleine conscience, un des points essentiels est vraiment la notion d'esprit du débutant, l'attitude du débutant. Je pourrais décrire cette attitude comme le fait de porter son attention sur un phénomène, par exemple la respiration, comme si c'était la première fois qu'on la découvrait. Ça apporte davantage de curiosité, une notion un peu comme si on venait s'émerveiller de ce qui se passe au moment présent. Par exemple, quand il s'agit de manger, très souvent, on mange de manière assez automatique, rapidement, peut-être sans y être totalement attentif. Le fait de pouvoir prêter son attention complètement à cette pratique, en l'occurrence alimentaire, manger un fruit ou peu importe, avec un esprit du débutant, permet vraiment du coup d'être plus dans l'instant et plus sensible à toute l'expérience liée, en l'occurrence, à un fait anodin, le fait de manger. Donc, ça va vraiment nous permettre de pouvoir décupler l'expérience et d'avoir une expérience qui est tout à fait différente de, par exemple, l'alimentation, si on mange entre deux patients ou entre deux rendez-vous sur un coin de table en même temps en train d'écrire ses mails. Le pilotage automatique, c'est aussi une notion qu'on retrouve beaucoup dans le domaine de la mindfulness, de la pleine conscience. Je pense que pour nombreuses d'entre vous, il vous est déjà arrivé, notamment par exemple de conduire et puis d'aller d'un point A à un point B. On est pris dans nos pensées, on est déjà en train d'anticiper ce qui va se passer sur le lieu où on veut arriver.
Et puis, une fois arrivé au lieu du rendez-vous, on se rend compte qu'on ne sait même plus trop par où on est passé, où est-ce qu'il y avait du monde, ou est-ce qu'on a croisé telle ou telle personne sur la route. Donc, ça, c'est un peu le pilote automatique, c'est-à-dire qu'on est pris dans quelque chose qui n'est pas forcément négatif. Les automatismes sont nécessaires aussi pour que l'être humain fonctionne. Si on devait être à 100% présent dans chaque geste et dans chaque activité de la vie de tous les jours, ce ne serait pas possible. Si on a ne serait-ce que 10% de notre journée où on est pleinement attentif, c'est déjà très bien. Et il ne s'agit pas de l'être à 100% dans tous les moments. Le cerveau aussi fatiguerait d'être vraiment sans cesse stimulé dans cette attention constante. Donc, des automatismes, il en faut pour apprendre à conduire, pour apprendre à marcher, pour des gestes vraiment, pour plein de choses. Et simplement, par moment, l'être humain, avec son mental, est pris dans un pilote automatique, ou du coup, un pilotage automatique, où du coup, il passe à côté de certaines expériences, avec justement une vision de ces faits ou de ces expériences du moment présent qui sont un petit peu amoindries et qui pourraient être vues autrement si on était pleinement conscient. La pleine conscience va nous permettre de porter l'attention sur l'expérience du moment présent. Alors bien évidemment, il y a des fois où c'est pas évident. La vie, c'est pas que des moments plaisants, c'est pas que des moments agréables. Et la pleine conscience apporte ça aussi, c'est-à-dire de pouvoir observer aussi bien ce qui est agréable que ce qui est désagréable, de pouvoir permettre à l'enfant ou à la population avec laquelle vous travaillez de se centrer sur ses émotions. Et des fois, les émotions, ça remue, ça chamboule, c'est pas toujours rose et agréable à vivre. Et ça, il faut en être conscient aussi en travaillant avec vos enfants, en utilisant cette pratique de la pleine conscience. Qu'il ne s'agit pas juste d'amener l'enfant à se détendre, à se relaxer. C'est vraiment pas ça qui est au centre. Mais on verra un petit peu plus en détail après la suite. Quoi qu'il en soit, en tout cas, l'enfant ne peut pas mal faire. Il est là, il est dans l'expérience du moment présent, donc il ne peut pas se tromper en soi. Et je pense que ça, c'est vraiment une plus-value de cette pratique de la pleine conscience avec les enfants. Très souvent, malheureusement, on évolue dans une société où les enfants doivent bien faire, hein, les adultes aussi, hein, doivent réussir à faire ci, à faire ça, ont des exigences. Alors, il y a des choses qui sont positives dans les exigences qu'on demande aux enfants ou aux adultes. Et puis, malheureusement, parfois, il y a l'autre côté, le revers, avec justement trop d'attentes ou trop d'exigences, le fait de devoir réussir à chaque fois. Et là, dans la pleine conscience, l'aspect le plus important, c'est que vraiment, il n'y a pas cette notion de réussite. On ne peut pas rater une pratique de pleine conscience. Éventuellement, sauf si on s'endort, et encore, ma foi, c'est que l'enfant avait besoin de ce moment de sommeil et peut-être réparateur pour lui dans le moment présent. Je dirais que l'enfant ne peut pas mal faire ou rater à partir du moment où justement il prend simplement conscience peut-être que son attention était partie et il revient. Là, il est pleinement conscient que son attention était partie. Donc, même si à un moment donné, il n'est pas concentré, vous avez l'impression qu'il n'est pas attentif ou pas pleinement dans l'activité, dès qu'il prendra conscience de ça, il est dans l'activité de pleine conscience. Donc, c'est déjà super et c'est un magnifique progrès pour lui et des outils aussi à découvrir. J'aime bien cette définition, cette citation d'Edelmex, qui dit donc que la pleine conscience, c'est faire une pause pour être présent à la réalité du moment avec une attention ouverte et bienveillante afin de pouvoir y répondre avec plus de liberté. Pour moi, c'est vraiment ça, la pratique de la pleine conscience. Si on devait donner un but à cette pratique, ce serait très certainement pour moi la notion de liberté. Dans le sens où il ne s'agit pas d'être 100% zen pour l'enfant ou d'être toujours calme ou d'être toujours attentif. On n'est pas dans une injonction de cet ordre-là.
La pratique de la pleine conscience, il y a un des outils qu'on utilise notamment en pleine conscience qui s'appelle le stop. Et justement, avec ces lettres du stop, donc ça rappelle le S pour stop, s'arrêter, le T pour take a breath, donc respirer, le O pour observe, observer, et le P pour proceed, décider, agir. Et assez souvent, les enfants comprennent bien cet outil dans le sens où il suffit de donner un exemple avec les enfants, ils se chamaillent entre eux ou il y a un conflit avec un camarade à la récréation. L'enfant qui se fait chamailler assez souvent a quand même envie de réagir de manière assez impulsive. Il se fait insulter, il va insulter, ou il va taper, ou il va en tout cas réagir. Là, notamment cet outil stop va pouvoir lui apporter du coup la respiration, un point d'ancrage qu'il est facile d'avoir à tout moment en soi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose ailleurs. Et ensuite, par l'observation donc de la situation, l'enfant va pouvoir se dire, OK, quelles sont les différentes possibilités? Oui, je peux décider de lui mettre une claque ou de m'énerver ou de l'insulter, mais ça montre aussi d'autres possibilités, d'autres réponses possibles. Et en fait, au lieu d'être dans action-réaction, la pratique de la pleine conscience, elle permet vraiment d'amener justement cette liberté de choix dans notre manière d'interpréter les situations ou dans notre manière de vivre les expériences de tous les jours. Il y a plusieurs notions clés donc, dans la pratique de la pleine conscience. Déjà, ça passe clairement par l'observation et l'expérimentation des choses. À savoir, c'est pas en enseignant quelque chose comme un cours de français qu'on va pouvoir enseigner la pratique de la pleine conscience. Les enfants auront besoin de passer par l'expérimentation. Quand je dis les enfants, ça pourrait être la même chose pour des adultes ou pour des adolescents, quelle que soit la population avec laquelle vous travaillez. Il s'agit vraiment de pouvoir expérimenter et faire soi-même la pratique de la pleine conscience pour pouvoir y mettre du sens et se dire, OK, j'ai compris que ça fonctionne comme ça se vit comme ça, etc. Donc, bien évidemment, il y a des moments qui peuvent être plus théoriques où vous expliquez des choses, mais il ne s'agit pas d'être dans un enseignement frontal dans ces moments de pratique de pleine conscience. J'ai marqué là trois thèmes importants, l'intention, l'attention et la bienveillance. L'intention dans le sens où la pratique de la pleine conscience est vraiment quelque chose qui se pratique avec l'intention d'être présent. C'est-à-dire qu'on déplace intentionnellement son attention sur différents points de focus. Donc, c'est vraiment de manière effectivement décidée. On peut déplacer son attention notamment sur sa respiration, sur ses pensées, sur des sons. Après, ça peut être sur des émotions ou des sensations. Il peut y avoir des méditations plus globales avec, par exemple, un thème. Méditation de la bienveillance, méditation de la gratitude. Là, on va peut-être plus faire appel à des souvenirs, effectivement, ou à des choses vécues par l'enfant, de manière à ce qu'il puisse ensuite se centrer sur ses émotions. Il y aura aussi d'autres méditations qui, elles, seront plus de type visualisation. Méditation du lac, méditation de la montagne. Donc, bien évidemment, l'attention se retrouve au centre de cette pratique de la pleine conscience. Et puis, ça se fait et ça se cultive aussi bien au niveau des adultes, donc de l'adulte qui instruit ces pratiques de pleine conscience, que dans le groupe classe, avec beaucoup de bienveillance et de non-jugement. Ça peut paraître des notions bateaux, oui, c'est facile d'être bienveillant, ou au contraire, c'est une notion théorique. Au contraire, pas du tout. Vous verrez peut-être que c'est déjà le cas pour vous. Vous pratiquez la pleine conscience avec vos élèves. Ces deux notions, notamment de bienveillance et de non-jugement, se cultivent très facilement avec les élèves. Et c'est quelque chose qui vraiment s'apprend aussi au fur et à mesure des séances.
Peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas du tout la pleine conscience et au contraire sont justement très intéressés par la pratique et se disent bon, ok, mais ça vient de quoi? J'en ai entendu parler, c'est un phénomène un peu à la mode. Et c'est vrai qu'effectivement, on en parle de plus en plus. Ça a été mis en avant dans les années 70, notamment par John Kabat-Zinn et Saki Santorelli. John Kabat-Zinn, à l'époque, travaillait a ouvert un centre de réduction du stress qui se trouvait ensuite dans le Center for Mindfulness au Massachusetts et donc aux États-Unis. Et puis, il avait, lui, en tant que pratiquant de yoga et de méditation, et en tant que médecin, justement, donc un grand docteur, notamment en biologie moléculaire, il était intéressé à se dire, quelle est l'interaction entre le corps, l'esprit, les effets de la pleine conscience sur la guérison et comment je peux amener une réduction du stress pour mes patients via des pratiques de méditation. Donc, c'est sûr que le début, en tout cas, de ce développement de cette pleine conscience a été lancé dans des milieux hospitaliers, ce qui fait que forcément, il fallait une pratique qui soit laïque. Il fallait une pratique qui soit dénuée de connotations religieuses ou de côté très spirituel. Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que bien évidemment, la pratique de la pleine conscience est tirée des traditions bouddhistes, hein, c'est tiré de méditation qu'on retrouve dans plein de différents domaines. Donc, bien évidemment, c'est issu de la philosophie du bouddhisme et de ces traditions. Mais vraiment, l'idée, c'était de rendre ces pratiques laïques pour pouvoir ensuite les exporter, notamment dans les milieux hospitaliers. Et aussi après dans d'autres domaines, bien évidemment. Maintenant, on voit que ça s'exporte un petit peu partout. Il y a bien évidemment donc dans les écoles, et ça c'est vraiment une chouette nouvelle. Dans les milieux hospitaliers, ça continue de fleurir, et notamment par exemple dans tout ce qui est prise en charge de la rechute dépressive, traitement des cancers aussi. Il y a aussi donc dans les milieux carcéraux, donc beaucoup de pratiques de pleine conscience dans les prisons ou dans les centres de détention, également sur Genève, avec les adultes et avec les enfants aussi, enfin avec les enfants, les adolescents en milieu de détention. J'ai eu l'occasion de pouvoir pratiquer justement dans un centre sur Genève de détention pour mineurs, et c'est vraiment une petite bulle d'air, un outil pour eux de pouvoir utiliser ces pratiques de pleine conscience. Ça se développe aussi beaucoup, bien évidemment, en entreprise. Et on voit que voilà, ça vient maintenant dans d'autres terrains. C'est plus uniquement réservé aux hôpitaux, c'est pas non plus uniquement réservé à la sphère privée et à chacun qui veut méditer chez soi. Et c'est vraiment par le fait d'avoir ce côté laïque, scientifique, validé, qui permet du coup de pouvoir la proposer un petit peu plus dans différents milieux. Certains pourraient parler d'une approche, d'autres d'outils, d'apprentissage, est-ce que c'est des pratiques, est-ce que c'est une façon de vivre. Moi, j'aurais envie de vous dire que c'est peut-être à vous de vous faire votre propre définition de ce que c'est que la pleine conscience à partir du moment où vous l'aurez pratiqué suffisamment. Pour moi, bien évidemment, il y a des outils de pleine conscience. Il y a donc des apprentissages de pleine conscience, mais je dirais que ça ne s'arrête pas à ça. En tout cas, pour ma part, hein, voilà, ça fait 10 ans que je pratique la pleine conscience. Pour moi, il ne s'agit pas de faire de la pratique de pleine conscience ou de faire de la méditation. On est plus dans le côté être. Et être là, être présent, être dans le moment. Et du coup, c'est peut-être plus un état d'esprit ou une manière d'être plutôt qu'un outil en soi. Mais c'est sûr qu'il y a des outils pour cultiver cette approche de la pleine conscience. Elle permet donc bien évidemment de prendre vraiment conscience de ses propres ressources. On va permettre à l'enfant de travailler sur des choses à cultiver,
qu'il va pouvoir développer chez lui, mais il n'y a rien de nouveau dans le sens où il a toutes les ressources et vous avez tous, enfin chacun a toutes les ressources en soi pour pouvoir pratiquer la pleine conscience. Alors, je ne sais pas si déjà là, il y a des questions, je regarde juste. Alors, je réponds juste rapidement par rapport à la formation. Je n'ai pas fait la formation MBSR. Effectivement, je pourrais en parler rapidement. Dans les formations certifiantes de pleine conscience, il y a tout un panel de choses. Et effectivement, Jon Kabat-Zinn, dans son Center for Mindfulness, gère maintenant un petit peu tout ce qui est voilà, formation, en l'occurrence, par exemple, MBSR, qu'on appelle Mindful Based Stress Reduce, donc une réduction du stress par la pleine conscience. Il y a le même format, on va dire, pour la rechute dépressive. Après, il peut y avoir le MB-HIT, là, c'est plus pour tout ce qui est troubles alimentaires. Il y a vraiment tout un panel comme ça. Et ça, c'est très protocolé. C'est des programmes sur 8 semaines, à raison de tant d'heures, avec vraiment un protocole à suivre. Et ça, c'est vrai que c'est... voilà, je dirais que celui qui a chapeauté ça, c'était Jon Kabat-Zinn. Après, maintenant, il y a d'autres lieux de formation, bien évidemment. Mais du coup, moi, je n'ai pas fait cette formation-là, tout simplement parce que le MBSR s'adresse à la base plus aux adultes. Ce n'était pas forcément ma priorité de vouloir être certifiée et ensuite instructrice de méditation MBSR. Du coup, moi, j'ai fait ma formation sur Genève. C'était un CAS, donc un Certificate of Advanced Studies, qui est fait conjointement entre l'Université de Genève, la faculté de médecine, et puis la Haute École de santé. Et je trouvais intéressant justement d'avoir quelque chose de validé et de certifiant aussi. Et après, par contre, voilà, il y a des tonnes et des tonnes d'autres formations qui se mettent en place. Je sais qu'il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup en Suisse aussi. Certains auteurs, justement, qui ont fait des ouvrages de pleine conscience proposent aussi maintenant leur formation. Je pense que voilà, il n'y a pas forcément une formation qui est mieux qu'une autre. Ce qui est vraiment important, c'est que vous puissiez cibler aussi quels sont vos besoins, quelle est entre guillemets l'implication que vous voulez y mettre aussi dans cette formation. Mais moi, l'idée, voilà, c'était vraiment de pouvoir pratiquer tout en étant légitimée dans ma pratique de la pleine conscience, aussi bien auprès des parents qu'avec qu'au niveau institutionnel, hein. Même si voilà, ma direction était tout à fait d'accord que je pratique la pleine conscience. Donc voilà, j'ai vu que il y avait une autre question pour le stop, vous y avez répondu, effectivement. Je vous propose du coup une petite pratique, peut-être certains pratiquent déjà la pleine conscience, d'autres pas. Et on va faire comme ça un petit moment rapide, en 3 minutes, de pratique de pleine conscience. Donc, je vous propose de vous installer confortablement sur votre chaise. Vous pouvez, avec les enfants, proposer des pratiques sur chaise ou bien sur coussin, sur tapis. Il y a vraiment plein de possibilités. Là, pour vous, juste vous êtes sur votre chaise, veillez à ne pas avoir le dos contre le dossier, mais on relève juste bien le dos, donc on peut s'avancer sur sa chaise, de manière ensuite à avoir les pieds solidement ancrés dans le sol. Et puis, le dos droit, la tête dans le prolongement de la colonne. Et si c'est possible pour nous, simplement, on laisse nos yeux se fermer. Si la pratique vous gêne avec les yeux fermés, n'hésitez pas à garder les yeux ouverts et à fixer un point devant vous, au niveau du sol. Durant cette courte pratique, prenons le temps, dans une première minute, de pouvoir apporter toute notre attention au niveau des sensations corporelles. Sensation de contact, peut-être des pieds avec le sol. Ces pieds solidement ancrés,
Sensation de contact de la chaise. Sensation de contact des habits, par exemple. Ou également de nos mains en contact avec nos cuisses. Avec curiosité, avec un esprit du débutant, observez chaque sensation présente en ce moment. Quel que soit l'endroit dans le corps où une sensation se présente. Peut-être est-ce une sensation agréable, peut-être désagréable. Quelle que soit cette sensation, c'est OK. Puis nous allons déplacer notre attention au niveau de notre respiration. Plus particulièrement, la respiration au niveau de la zone du ventre. Est-il possible de percevoir des sensations en lien à la respiration, ici, dans cette zone de l'abdomen? Sentir chaque inspiration et chaque expiration. Observer, percevoir et ressentir chaque inspire et chaque expire les unes après les autres, comme des vagues. Et à tout moment, si vous observez votre esprit, votre mental, qui est pris dans des pensées, faites-en le constat et ramenez simplement votre attention en ce moment au niveau de votre respiration. Puis nous allons élargir notre attention à notre corps en entier, de manière à observer cette respiration dans le corps en entier, qui respire comme un tout. Je rappelle qu'il n'y a rien à réussir, rien à rechercher particulièrement, juste avec curiosité, avec bienveillance, être attentif à chaque sensation. Plus particulièrement aux sensations liées à la respiration dans le corps en entier. Lorsque la cloche sonnera, veillez à garder cette qualité d'attention. Voyons s'il est possible de cultiver cette qualité attentionnelle encore dans la suite de notre journée. Vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux. N'hésitez pas à vous étirer, à changer de posture, à vous réinstaller différemment.
ici, on était donc vraiment dans une pratique très courte. On a fait 3 minutes de méditation. Avec les enfants, on peut osciller entre des pratiques qui durent peut-être au début 1 minute, qui peuvent aller jusqu'à 20-25 minutes. Je ne pense pas qu'il y ait de limite, de limite temporelle. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment très important de débuter tranquillement. On est parfois trop ambitieux à se dire « Ok, allez, je vais faire une pratique de 10 minutes » et puis en fait, on ne se rend pas compte de ce que ça demande. De vraiment garder une qualité attentionnelle, 10 minutes, centrée sur, par exemple, sa respiration. Donc, n'hésitez pas vraiment à débuter avec des temps vraiment courts. Et vous verrez ensuite, moi, au début, avec mes élèves, à chaque fois, je me fais le constat, en début d'année, ils arrivent à être dans cette pratique méditative, peut-être effectivement 1 voire 2 minutes. Et puis, à la fin de l'année, pour certains et la majorité, c'est 20 minutes de pratique attentive avec plus de ressenti, plus de verbalisation. Donc, on voit vraiment les effets, mais c'est sûr que ça demande d'y aller progressivement et c'est pareil pour sa propre pratique personnelle. Donc, avec les enfants, il s'agit d'adapter bien évidemment les programmes qui ont été faits pour adultes. On va pas, c'est bien évidemment pas les mêmes programmes pour les adultes et pour les enfants. Et il y a vraiment des programmes spécifiques. Ce qui est vraiment pour moi important, et je l'ai déjà dit, c'est que la pleine conscience, elle ne s'enseigne pas comme un exercice de maths, comme une séquence de français. Elle se vit, et elle se vit vraiment d'instant en instant. C'est quelque chose qu'il faut que vous puissiez, si vous souhaitez mettre ça en place avec vos élèves, expérimenter avec eux. J'ai mis un petit point avec la question de savoir est-ce que ça se place en contexte scolaire ou hors de l'école. Il y a 2 possibilités. Il y a des pratiques de pleine conscience qui se font plutôt en groupe thérapeutique, en dehors, donc bien évidemment en dehors de l'école. D'autres pratiques qui, au contraire, d'autres programmes qui se situent plus en contexte scolaire. Pour moi, il y a, je ne pourrais pas dire qu'il y a un phénomène qui est mieux qu'un autre, dans le sens où voilà, je ne pratique pas moi-même en dehors de l'école, notamment dans un cabinet, bien que j'ai déjà fait des groupes de pleine conscience avec des enfants dans des centres de yoga. C'est vrai que ce n'est pas mon métier principal. Je dirais qu'en contexte scolaire, l'avantage, c'est vraiment ensuite de pouvoir reprendre avec ses élèves au fur et à mesure de la journée et de pouvoir leur faire comme des petites touches ou des petits rappels de ces pratiques de pleine conscience. Par exemple, au niveau verbal, vous allez utiliser certaines tournures de phrases ou certains petits mots. Moi, je parle par exemple des fils de l'attention. Et c'est vrai que du coup, on peut réutiliser ces notions-là à plusieurs moments dans la journée, chose qu'on peut peut-être moins faire. Donc du coup, il y a un peu plus de transversalité et de rappel des notions. Donc ça peut être aussi plus présent et ça met un petit peu plus de sens sur cette pratique de la pleine conscience quand elle est en contexte scolaire. Ce qui ne veut pas dire que quand c'est hors cadre de l'école, c'est pas bien. Donc, comme je l'ai dit, il y a une grande majorité des programmes de pleine conscience qui s'effectuent sur 8 semaines à peu près, entre 8 à... D'autres études ont fait sur 12 semaines. Ils ont fait ça sur 8 semaines en se rendant compte que voilà, c'était le temps minimum, on va dire, pour acquérir de nouvelles routines et qu'ensuite ça puisse avoir des effets aussi bien au niveau des adultes qu'au niveau des enfants. D'autres programmes, et il n'y en a pas beaucoup effectivement, se font sur une année. Moi, c'est le choix que j'ai fait, dans le sens où j'ai fait le constat qu'effectivement, en 8 semaines, à raison d'1 heure par semaine, avec des thèmes aussi variés, par exemple, que les sensations corporelles, les émotions, les pensées,
c'est très difficile pour des élèves en 1 heure de pouvoir aborder notamment les notions des émotions. Et je trouvais que ça avait plus de sens de pouvoir décortiquer qu'est-ce que c'est que les émotions et ensuite de pouvoir travailler ça sur plusieurs semaines. Mais ça n'empêche pas de débuter par un programme qui est sur 8 semaines et puis de poursuivre ensuite hein, si c'est quelque chose que vous souhaitez faire. Moi, je trouvais juste qu'avec les enfants, effectivement, c'est très condensé et dense si on veut faire ça avec un programme de 8 semaines. Je trouve que c'est très court. Et voilà, je dis ça en connaissance de cause, en l'ayant fait avec mes élèves. Et je trouve que du coup, pour certains enfants, avoir accès à leurs propres émotions, savoir ce qu'est une émotion, comment elle se ressent, à quel endroit au niveau du corps, quelles sensations, etc. Ça demande vraiment beaucoup de choses et c'est tout un apprentissage. Donc, je pense qu'on peut y prêter plus d'attention que d'une séance par thème. On reprendra justement cette notion de thème, des 8 ou 9 thèmes principaux. Il y a donc des pratiques formelles et des pratiques informelles. Dans ce qu'on appelle pratiques formelles, c'est tout ce qui concerne donc les méditations, méditation assise, méditation marchée, le yoga, le scan corporel, donc quand on est couché et puis on va amener l'enfant à visualiser différentes parties de son corps. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment les méditations ou les pratiques formelles. Puis après, il y a tout ce qui est informel, à savoir quand on demande à l'enfant d'être attentif aux sensations, par exemple, quand il se brosse les dents ou quand il mange. Donc là, on est vraiment plus dans des choses qui sont informelles, hein, c'est des pratiques informelles, mais où on va focaliser l'attention sur ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce que peut bien évidemment apporter un programme de pleine conscience ou bien d'une manière générale des pratiques de pleine conscience? Alors, je dirais que là, il y a quelques points, mais c'est bien évidemment pas que ça. C'est tout un apprentissage qui permet notamment de travailler bien évidemment beaucoup sur l'émotion, le domaine émotionnel, aussi sur l'impulsivité, la gestion de sa manière de réagir. Ce qui ne veut pas dire qu'avec des enfants, on va leur demander, par exemple, d'être toujours, bien évidemment, calme ou de ne pas réagir. D'accord, ça, c'est vraiment très important de le soulever. On n'est pas dans une technique qui apprend à être calme tout le temps. On peut être actif et pleinement conscient, on peut être en colère et pleinement conscient. Donc, il ne s'agit pas de mettre un filtre ou quelque chose sur la réactivité des enfants, mais ça permet de travailler notamment sur cette attention non réactive, à savoir l'impulsivité. C'est un entraînement cognitif parce que ça permet de travailler, enfin c'est un apprentissage qui permet vraiment de travailler sur de nombreux points, la flexibilité, notamment attentionnelle, sur l'attention. Donc vraiment, on travaille sur plein de différents points qui vont ensuite pouvoir être utiles pour eux dans le cadre des apprentissages scolaires. Ça permet aussi de s'approcher un peu de ses pensées, ses propres pensées, et puis de pouvoir éventuellement gérer des pensées, peut-être des pensées répétitives, des ruminations, des pensées qui seraient peut-être négatives ou pas forcément très bienveillantes vis-à-vis de soi-même. Et puis, ça permet notamment de travailler énormément sur le non-jugement, la bienveillance et puis l'écoute par rapport au groupe. Je donne rien de nouveau en expliquant que bien évidemment, pour qu'un enfant puisse travailler, il faut qu'il puisse se sentir en sécurité. La pleine conscience, pour moi, est une des approches qui permet ça. Ça ne veut pas dire que c'est la seule, l'unique et que j'en fais, enfin que c'est mon Graal. Je pense qu'il faut pouvoir y croire pour que vous puissiez ensuite l'enseigner. Si vous vous dites d'emblée, ça ne va pas marcher avec mes enfants, c'est quoi ce truc? On me l'impose, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner ou que ce sera difficile pour vous. Tout comme si vous décidez de l'enseigner sans en faire avec eux. Mais pour moi, c'est vraiment cette pratique de pleine conscience
quelque chose qui permet notamment de développer la coopération, l'écoute, la bienveillance dans le groupe. Les pratiques de pleine conscience en classe s'effectuent donc dans un groupe. Et il y a vraiment une part qui est très importante, bien évidemment, qui sont les pratiques formelles, donc les méditations dont on a parlé, et toute une partie où il s'agit de pouvoir donner le droit à la parole et ensuite faire verbaliser les enfants sur comment est-ce qu'ils ont vécu, comment était leur expérience du moment présent. Et du coup, ça développe vraiment la verbalisation, l'écoute, et ça change le climat du groupe. Au début, les échanges ont peut-être tendance à être un petit peu faibles. On se dit, bon, ben, alors comment c'était pour vous? Comment c'était ton expérience pour toi de cette pratique? Puis au début, ils répondent tous bien ou c'était sympa ou oh non, c'était nul. C'est vrai que ça demande du temps aussi pour apprendre à décrire comment est-ce qu'on vit une chose. Donc c'est vrai que c'est vraiment un apprentissage riche et dense parce que l'enfant va pouvoir apprendre à reconnaître ses émotions, à identifier comment ça se situe au niveau du corps. Ok, là je suis en colère, mais qu'est-ce que ça provoque chez moi au niveau physique, au niveau de sensations physiques. Ça lui permettra aussi de pouvoir se recentrer. Hein. La respiration est un des outils qui est le plus facilitateur. Ça, on le sait, notamment avec des exercices. Là, je parle plus de respiration contrôlée, mais par exemple, la cohérence cardiaque, qui est un exercice vraiment où on respire à un certain rythme, on expire à un certain rythme, est utilisé par exemple pour calmer le rythme cardiaque le plus rapidement possible, par exemple en état de stress. Donc la respiration a des bienfaits sur le fait de pouvoir calmer son rythme cardiaque, retrouver un espace de calme, être plus tranquille. C'est pas forcément ce qu'on cherche tout de suite au niveau de la pleine conscience, dans le sens où on veut pas, il ne s'agit pas de demander à l'enfant d'être calme, mais au contraire, on va demander à l'enfant, bien évidemment, on va l'inviter à se recentrer et à expérimenter, à voir comment c'est à l'intérieur de lui-même. Et c'est ça qui peut-être, effectivement, amènera à une détente. Peut-être pas, il y a des méditations qui peut-être seront plus confrontantes pour lui. Il y a par exemple dans le programme une des méditations où on va notamment se centrer sur un événement désagréable que l'enfant a vécu. Et là, c'est sûr que ça peut être un petit peu confrontant, ça peut bouleverser. D'une manière générale, le fait d'aller se centrer à l'intérieur de soi-même, c'est sûr que ça peut faire remuer certaines choses, notamment au niveau des émotions. Ça lui permet bien évidemment de respecter, d'apprendre à respecter les autres, de pouvoir donner son propre avis, se rendre compte qu'il n'y a pas une manière qui est la bonne et que son camarade a tort, mais que chacun a raison parce que c'est son expérience du moment présent. Je ne vais pas vous refaire une pratique parce que du coup, je vois que le temps avance. Je pensais vous faire le stop, mais maintenant que vous avez les lettres, vous savez à quoi correspond le stop. Et peut-être vous pouvez essayer de le refaire chez vous. Et puis, on trouve pas mal de petites pistes sur Internet aussi avec des méditations guidées, donc n'hésitez pas. Mais comme ça, voilà, l'idée, c'était de vous présenter l'outil stop, en l'occurrence. Les thèmes principaux qui sont assez souvent utilisés ou abordés dans la pratique de la pleine conscience sont les suivants. Donc, le pilote automatique, on l'a abordé, hein, la notion corporelle, hein, les sensations corporelles. La respiration, bien évidemment, avec cet ancrage dans les sensations corporelles liées à la respiration. On peut faire des méditations qui sont centrées aussi au niveau des sons, donc au niveau de l'écoute. Aussi bien l'écoute intérieure des sons à l'intérieur de soi que des sons dans la pièce, les sons à l'extérieur de la pièce. Dans un des thèmes, on peut aborder bien évidemment les émotions. Ça, c'est vraiment au centre de ces pratiques. Les pensées aussi,
Et donc, il ne s'agit pas de chasser les pensées, mais plus de pouvoir prendre conscience des pensées qui sont présentes au moment, à l'instant T, par exemple. On va aborder aussi cette notion de jugement, identifier les jugements, à quel moment on a des jugements ou des pensées jugeantes. Cette pratique de la pleine conscience aborde bien évidemment aussi beaucoup des valeurs et donc va permettre aux élèves de pouvoir trouver quelles sont les valeurs qui sont les leurs. Et puis, assez souvent, dans un programme de pleine conscience, le 8e thème est le thème pour terminer. Là, j'ai mis sur 9 thèmes, dans le sens où je me suis plus basée sur, en l'occurrence, là, c'est mon programme de pleine conscience. Moi, j'ai séparé les sons des autres thèmes, dans le sens où je trouve qu'il y a beaucoup d'exercices avec les enfants à faire sur le domaine auditif, sur l'écoute. Ils apprécient, c'est un des sens qui fonctionne beaucoup chez eux et qui, du coup, peut être facilement sollicité. Et du coup, je trouvais intéressant d'en faire un thème à part. Dans d'autres programmes de pleine conscience, les sons, par exemple, une méditation sur les sons va être mise dans un autre thème, par exemple dans le thème du corps. Mais on termine toujours normalement une pratique avec, un programme de pleine conscience avec justement la suite. Et comment est-ce qu'on maintient ensuite, comment est-ce qu'on pratique, comment est-ce qu'on continue de pratiquer la pleine conscience. Les 4 pratiques formelles, j'en ai parlé largement. Donc, j'avance un tout petit peu. Et puis, dans la suite, donc, comment débuter ces pratiques de pleine conscience avec les enfants. Alors, il s'agit plus de conseils, mais pour moi, je pense que c'est important, si vous n'êtes pas sûr au début, de pouvoir pratiquer avec des méditations guidées et de faire avec, bien évidemment. Donc, il ne s'agit pas de mettre le CD et puis d'aller faire des corrections au bureau ou faire autre chose. Il s'agit vraiment d'être dans le groupe. Veiller à bien avoir un climat de classe ou du groupe qui est agréable. Par exemple, positionner les chaises en cercle. Ça, c'est quelque chose qui est assez chouette et qui, du coup, fonctionne bien avec les enfants. Mais vraiment, voilà, au début, ce n'est pas évident de savoir comment guider, qu'est-ce que je dois dire. J'ai la gestion du groupe classe, mais en plus, je dois guider la méditation. Enfin, ça ne s'improvise pas. Il y a certaines terminologies à utiliser, même si c'est assez instinctif au final, une fois qu'on apprend à guider des pratiques de pleine conscience. Et c'est vraiment par le ressenti. Donc effectivement, ce n'est pas un procédé théorique qu'on va lire. Mais je dirais qu'au début, ça peut enlever une certaine source de stress d'utiliser des méditations guidées. Il n'y a pas de mal à ça, donc vraiment, n'hésitez pas. Dans la notion d'incarner, c'est vraiment de faire avec. On ne va pas demander à l'enfant quelque chose qu'on ne pourrait pas faire nous-mêmes. Et puis, vraiment dans cette idée d'observer soi-même aussi, et puis de pouvoir accueillir ce qui se passe dans le groupe, accueillir ses propres émotions aussi, accueillir les ressentis des élèves. Je vous ai mis 2-3 exemples d'activités toutes simples à faire avec les enfants. Là, en l'occurrence, par exemple, dans ma classe, c'était un parcours sensoriel. On était sur le thème du corps. Donc dans le thème 3. Et il s'agissait donc de pouvoir, donc j'avais un demi-groupe, il s'agissait de pouvoir se déplacer pieds nus ou en chaussettes, et puis ensuite éventuellement de le faire avec les yeux fermés, en étant guidé par un camarade, et puis de voir les sensations corporelles au niveau des pieds. On a dans le cadre de l'école aussi un sentier didactique de psychomotricité, par exemple, qui a été fait à l'extérieur de l'école. Là, l'idée, c'était de pouvoir faire quelque chose au sein de l'école, enfin au sein de ma classe, avec vraiment du matériel que j'ai trouvé en classe. J'aurais pu mettre du papier bulle, des morceaux de plastique, des plaques d'ardoise, enfin peu importe. L'idée, c'était vraiment de changer entre des choses molles, des choses douces, et puis de leur permettre de constater aussi la différence entre mes sensations corporelles quand je marche rapidement en chaussettes, ou bien alors au contraire, quand je ferme les yeux et que j'enlève mes chaussettes et que je me fais guider par un camarade. Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est similaire?
Et c'était très intéressant d'avoir le retour des enfants. On a pu notamment aussi, du coup, par le biais de cet exercice et d'autres liés aux sensations, travailler de manière un peu plus transversale sur du vocabulaire. Quelles sont les sensations, comment est tel matériel ou tel autre matériel? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est liquide, solide? Les formes, est-ce que c'est arrondi, rond, pointu? Enfin, voilà, l'idée, c'était vraiment de pouvoir travailler aussi sur le développement d'un certain lexique qui leur permettent ensuite de pouvoir s'exprimer davantage. Parce que dire c'est dur ou c'est mou, ok, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que c'est liquide? Enfin voilà, le fait de pouvoir vraiment les aider et les aiguiller dans le fait de pouvoir s'exprimer davantage, enrichir un peu plus le vocabulaire notamment. Une des pratiques est la pratique aussi du yoga. Alors, dans la pratique, donc dans les exercices ou dans les programmes de pleine conscience, on retrouve aussi des méditations en mouvement. Il y a la marche méditative, qui est vraiment un exercice de marche simplement qui se fait au ralenti. Et puis, dans les autres exercices en mouvement, il y a aussi donc des pratiques de yoga. Les élèves aiment généralement bien. Il y a souvent des noms de postures, d'animaux, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez ludique et qui permet de venir aussi se centrer sur le corps et qui varie aussi entre des postures vraiment statiques, des assises de méditation formelles, voilà, où on est donc assis et au bout d'un moment, ça peut être lassant si on fait uniquement ça. Et là, ça permet d'apporter une petite variation dans certaines séances. Voilà, je crois fait le tour, j'ai dépassé un tout petit peu, mais l'idée pour ceux qui peuvent rester, c'est de profiter d'un petit moment de temps d'échange, voir s'il y a certaines questions. Je vais regarder aussi sur le chat si certains avaient des questions particulières. Alors, premièrement, est-ce qu'on peut se coucher pour la pratique avec les enfants? Alors, moi, durant la pratique, je la fais très souvent, je privilégie les pratiques assises, mais c'est vrai que je varie, c'est-à-dire que de temps en temps, je vais proposer une pratique couchée, de temps en temps, comment est-ce qu'on dit, ben voilà, un moment de yoga, de temps en temps, on débute assis et ensuite on fait un peu de marche. Donc, il peut y avoir un tournus dans ces modalités, on va dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, si les élèves, si vous faites une pratique couchée, vous pouvez tout à fait vous coucher. Si vous avez la chance dans la classe d'être deux, bah, bien évidemment, ça peut être chouette, hein, si vous avez un intervenant externe qui est là à un moment donné avec vous, que l'un se couche et fasse complètement la pratique, par exemple du body scan, et que l'autre puisse rester assis et voir un petit peu plus ce qu'il s'agit au niveau dynamique. Mais je dirais que voilà, dans la pratique de la pleine conscience, par exemple, quand moi je le fais assise, je ferme les yeux, je fais la pratique moi-même. De temps en temps, j'ouvre les yeux juste pour vérifier ou pour guider un élève qui aurait besoin d'être un peu plus guidé dans, juste même visuellement, de lui faire un petit signe, ferme les yeux, ou l'inviter à regarder par terre, ou à déposer ses mains. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça demande cette double gestion, c'est-à-dire guider soi-même. C'est pour ça que vous pouvez utiliser des pratiques guidées déjà, ça va soulager un petit peu. Et si vous débutez, et le fait de pratiquer avec, ça, je pense que c'est tout à fait nécessaire. Exact. Hors cadre de l'école, on peut impliquer les parents pour qu'ils puissent pratiquer en famille. Tout à fait. Alors pour moi, c'est hors cadre scolaire ou en cadre scolaire. Quand c'est dans le cadre scolaire, vous pouvez aussi tout à fait. Moi, je le fais par exemple avec mes élèves. En début d'année, j'ai envoyé un mot aux parents pour dire qu'on allait pratiquer de la pleine conscience avec les élèves. J'ai expliqué ce que c'était pour un peu les rassurer aussi par rapport à cette pratique dont on entend beaucoup parler. Et c'est vrai que certains se disent « Ok, mais alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont méditer, c'est un truc religieux. » Donc, vraiment, n'hésitez pas à expliquer aussi les bienfaits de la pleine conscience. Ok, on va travailler sur des
tout un apprentissage attentionnel, de centration, de travail au niveau du corps. Et c'est vraiment des outils qui vont pouvoir leur être bénéfiques ensuite. Donc, on peut tout à fait impliquer les parents. Après, c'est vrai que la pratique de pleine conscience dans certains pays est très développée à l'école, dans d'autres pays moins. En France, elle se développe passablement, en Belgique aussi. En Suisse, ça l'est un petit peu moins, ou du moins, on va dire que ça l'est en sous-marin. C'est-à-dire que malheureusement, pour l'instant, elle est peu autorisée ou pas autorisée de manière, par les départements de l'instruction publique, malheureusement. Sans pour autant qu'il y ait réellement de raisons particulières. Hein. C'est plus lié je dirais, voilà, à des craintes ou justement à ces idées reçues liées à la méditation. Par contre, ce que j'ai pu remarquer par différentes conférences que j'ai pu donner, notamment dans des écoles primaires publiques à Genève, dans des établissements à Genève, c'est qu'à partir du moment où la direction est d'accord, donc la direction d'établissement, beaucoup d'enseignants pratiques. Alors, ça ne remonte pas au DIP, c'est-à-dire que ce n'est pas, en l'occurrence, le département d'instruction publique qui valide ça. Pour eux, c'est entre guillemets non, mais ça se pratique quand même. Et puis, il y a beaucoup d'autres enseignants qui, malheureusement, ont un désaccord de leur direction, mais pratiquent quand même. Pour moi, ce que je trouve dommage là-dedans, et justement, c'est un peu ce qui m'embête pour l'instant, c'est que du coup, le fait que les directions ne soient pas forcément OK ou que les départements d'instruction publique ne soient pas forcément OK dans cette pratique de la pleine conscience, le problème, c'est qu'ensuite, les gens n'ont pas forcément accès à des formations, la possibilité légitimée de se former dans ce domaine de la pleine conscience. Et que, du coup, des fois, ils vont peut-être essayer de faire un petit peu à leur sauce. Et c'est vrai que c'est malheureusement pour l'instant dommage que ce soit encore un petit peu ambigu. Mais j'ai bon espoir que ça change dans le sens où il y a 10 ans, quand j'ai débuté la pratique de la pleine conscience avec mes élèves, j'étais vue comme la farfelue de l'école. Tout le monde s'est dit, mais alors, qu'est-ce qu'elle va faire dans sa classe? Non, mais c'est quoi cet exercice du raisin? Elle va méditer. Enfin, vraiment, ils ont tous rigolé quand j'ai accepté au début, même si ils ont rigolé gentiment, hein, mais ils ont tous vraiment rigolé au début quand j'ai accepté d'accueillir quelqu'un qui allait faire de la pratique de pleine conscience avec moi, avec mes élèves. Et maintenant, 10 ans après, on va dire 80% des classes depuis cette année débutent le yoga et la pleine conscience au sein de mon école. Donc, je pense qu'il faut aussi laisser le temps aux choses de se faire et que bah voilà, en Suisse, peut-être ça prend un petit peu plus de temps, mais petit à petit, ça va se faire. Donc, voilà. À partir de quel âge alors, avec des tout jeunes, là, la personne qui posait la question, Alexandra, 2-3 ans, on ne parle pas de, comment est-ce qu'on dit, on parle pas de pratique de pleine conscience à proprement parler, même si c'est une attention au corps. Donc, pour moi, ça pourra tout à fait être, ça peut quand même s'appeler des pratiques de pleine conscience. Donc, c'est juste que voilà, il faudra être attentif à la durée, au vocabulaire utilisé aussi, être sûr que les enfants comprennent bien s'ils sont plus jeunes. Et puis, on parlera plus d'attention au corps plutôt que de prendre conscience de ses pensées, ses émotions, etc. Même si un enfant de 3-4 ans, bien évidemment, est déjà tout à fait capable de savoir ce qu'il ressent. Christophe, effectivement, disait demain matin, effectivement, je serai sur Radio Lac à 8h20, donc 91.8 FM, si vous êtes sur Genève. Donc dans la Radio Lac matin. Donc voilà, et puis qu'est-ce qu'il disait d'autre? Qui a enregistré de pratique dans une classe. Effectivement, oui, il y a plusieurs émissions là, en l'occurrence Vacarme, donc la RTS, qui avait enregistré des pratiques de classe, des pratiques de pleine conscience dans une classe Montessori de Genève. Et début avril, il y aura apparemment une diffusion de cet enregistrement.
A priori, une autre personne demandait si l'enregistrement allait rester en ligne ou s'il allait avoir un replay. L'enregistrement sera mis a priori sur la chaîne YouTube de Beuc, qui est donc la maison d'édition avec laquelle j'ai eu la chance de réaliser mon ouvrage. Donc, vous pourrez retrouver ça et je pense que l'Université de Fribourg, le service de formation continue, enverra éventuellement aussi le lien par rapport à ça. Accès facilité pour les écoles, pour des intervenants extérieurs, comment procéder? Alors, je ne suis pas sûre, Katia, d'avoir compris exactement la question. Je dirais que tout dépend de votre direction et de qui elle est d'accord d'accueillir. Enfin, je sais qu'il y a des écoles qui veulent très peu d'intervenants extérieurs, des écoles qui sont plus ouvertes à ça. Ça dépend aussi des cantons. Moi, voilà, je travaille dans une école privée spécialisée, bon, qui est subventionnée par l'État. Donc, on dépend aussi en partie de l'État et on a tout à fait des intervenants extérieurs qui peuvent venir. Je dirais la chose principale, c'est qu'effectivement, il faut que votre direction soit d'accord de faire venir un intervenant extérieur. Et puis, Christiane qui demandait comment reliez-vous en pratique les exercices de yoga et la méditation, est-ce en même temps ou l'un après l'autre? Alors, je dirais que vous pouvez faire dans une séance qui dure 1 heure, vous pouvez tout à fait faire les deux, à savoir avoir un moment de centration avec une pratique donc assise, et puis ensuite faire des moments de méditation, enfin plus en mouvement, donc des méditations, enfin des moments de yoga, pardon. On n'est pas obligé de faire une séance d'1 heure que de yoga. Il peut y avoir tout à fait un moment, une pratique de méditation, et puis on passe à du yoga, par exemple. Entre deux, il peut y avoir un temps d'échange sur comment était la méditation pour l'enfant. Donc, je dirais qu'il n'y a pas une manière qui est meilleure qu'une autre. Les 4 pratiques formelles, oui. Donc, je peux revenir en arrière sur les 4 pratiques formelles qui sont là. Donc, méditation assise, marcher, le yoga, le body scan, et puis toutes les pratiques informelles qui sont vraiment les moments de la vie de tous les jours, ou des pratiques un peu plus ciblées mindfulness, comme l'exercice du raisin notamment, qui sont du coup tout aussi importantes, donc les pratiques formelles et les pratiques informelles. Est-ce que l'on peut pratiquer la pleine conscience avec des enfants autistes? Très bonne question. On peut pratiquer la pleine conscience avec toute population, excepté, je mets un excepté pour l'instant parce que il y a effectivement très peu de sources qui montrent que c'est possible, excepté par exemple avec les adultes, les personnes qui sont en phase de rechute dépressive, par exemple, sévère, en phase aiguë de dépression, pour les personnes par exemple qui ont eu un choc post-traumatique et qui sont encore dans cette période de choc post-traumatique. Donc, si par exemple c'est un enfant qui est dans cette période-là, qui vient de vivre quelque chose et qui a vraiment un syndrome du choc post-traumatique, on va éviter de l'emmener à se confronter à soi. Pareil, si vous avez des enfants qui par exemple ont je ne sais pas, des énormes difficultés dans le rapport au corps, par exemple des enfants qui auraient malheureusement vécu des abus physiques, de violence ou abus sexuels. Si c'est récent, on va éviter aussi parce que justement c'est peut-être trop confrontant au niveau du corps. Par contre, pour les élèves TADA, donc troubles de l'attention, pour les élèves autistes, donc avec troubles du spectre autistique, pour tous les autres cas de figure, il n'y a aucun souci. Là où c'est aussi difficile, par contre, c'est pour des enfants ou adultes plutôt, parce que généralement on parle plutôt de ça pour les adultes, pour des personnes psychotiques ou schizophrènes. Là, on évitera aussi d'être dans une pratique de la pleine conscience, sauf si vraiment on a l'accord du thérapeute ou une validation de ce côté-là. Mais donc oui, moi, dans ma classe, j'ai beaucoup d'enfants avec des troubles du spectre autistique et la pratique est tout à fait faisable.
est-ce qu'il y a des différences à tenir compte en pratiquant la pleine conscience aux enfants et aux adolescents? Alors oui, c'est sûr que on va pas parler de la même manière, s'adresser de la même manière à des enfants de 5 ans ou 6 ans et à des adolescents de 14. Je vais juste passer un tout petit peu, comme ça vous pourrez voir. Hein, ici, vous voyez, j'ai mis donc quelques références et du coup, ça répond un petit peu à ça. Il y a des ouvrages qui sont vraiment ciblés enfants, d'autres qui sont vraiment ciblés plus adolescents. Je vous mets en passant un peu plus, comme ça vous aurez la bibliographie entière. Ici, voilà, la bibliographie enfants et adolescents. On retrouve vraiment des livres qui sont plus ciblés 6-12, puis d'autres, par exemple, qui sont plus ciblés adolescents 13-20, 13-18. Tout simplement parce que aussi les méditations vont peut-être être plus longues. Dans des méditations qui sont vraiment pour les tout petits, le ton peut être aussi utilisé différemment. Si on s'adresse à un enfant de 5 ans, le ton va peut-être être un peu plus enfantin, ou alors dans la manière de proposer des choses, par exemple un scan corporel. Avec les tout petits, on peut inviter l'enfant d'imaginer une fourmi qui se déplace dans son corps. C'est quelque chose qu'on ne fera pas quand on va guider une méditation pour un adolescent de 14 ans. Mais sinon, les mêmes thèmes vont être abordés entre enfants et adolescents. Il y a juste effectivement avec les adolescents, après le rapport au corps, la puberté, où il s'agira d'être un petit peu plus attentif, mais les mêmes thématiques sont abordées avec les enfants et avec les adolescents. Des méditations. Donc, Susanna demande si je peux conseiller des méditations guidées, si j'en ai dans mon livre. Alors, des méditations guidées, il y en a des tonnes et des tonnes, notamment là dans tous les ouvrages que vous trouvez sur la bibliographie, qui est de loin pas exhaustive. Hein. J'ai mis quelques ouvrages, des ouvrages qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont aidé, moi, dans la réalisation de mon propre programme. Des ouvrages que j'ai pu expérimenter, du coup, aussi avec mes élèves. Ce que je peux remarquer, c'est que c'est très important si vous vous lancez dans le fait d'utiliser des méditations guidées, écoutez-la bien en entier, soyez sûr qu'elle vous plaise et pas que tout à coup, en fait, la personne qui guide utilise des termes que vous ne comprenez pas ou que tout à coup la qualité n'est pas bonne. Enfin voilà, je dirais, prenez le temps d'avoir ce temps en amont de préparation. Et puis, dans la grande majorité des ouvrages, effectivement, il y a soit un CD, maintenant c'est plus trop à la mode, on est passé à l'ère du numérique, à mon grand regret parce que j'aimais bien les CD, mais du coup, là en l'occurrence, dans mon programme de pleine conscience, il y a des pratiques audio, bien évidemment, et sur chaque séance, il y a des pratiques audio guidées. Le livre, effectivement, calme et attentif comme une grenouille. Là, je ne l'ai pas mis, j'ai mis le livre de Snell. Mais effectivement, donc Denise Snell, plus pour les ados, mais propose aussi effectivement un livre pour les jeunes, pour les plus jeunes, et elle a des jolies méditations pour les plus jeunes aussi. Avec les 2-3 ans, donc Marie disait qu'effectivement, on pouvait utiliser les 5 sens, avec tous, j'aurais envie de vous dire, et je pense que c'est au centre de la pratique de la pleine conscience. On peut faire des tonnes et des tonnes de choses avec les 5 sens. Voilà, moi, mes élèves ont entre 11 et 13 ans et ça passe vraiment par cette expérimentation des 5 sens aussi. Donc, y avait-il encore des questions? Est-ce que mon livre s'adresse également à des élèves de 15-19 ans? Alors, mon ouvrage, je dirais, s'adresse plutôt aussi, en France, par exemple, on parle de cycle 2, cycle 3. Au niveau âge, j'ai envie de dire entre 7 et 14 ans. Mais par contre, pour les méditations et pour les exercices, je pense que vous pourriez un peu trier et utiliser de toute manière les méditations avec des 15-19 ans, dans le sens où ces méditations, je pense que vous pouvez même les utiliser pour vous, adultes, et elles auraient du sens aussi. J'ai fait le choix de ne pas faire de méditation avec des termes très particuliers pour les enfants. Il y a 1 ou 2 fois où voilà, j'invite l'enfant à être assis bien droit, comme s'il était sur un trône, par exemple, avec une couronne sur la tête. Mais je n'utilise pas souvent ce terme-là. Et contrairement, par exemple, à Enid Snell, qui utilise beaucoup de
enfin tout un vocabulaire peut-être plus enfantin, mais parce que son livre s'adresse aussi à des plus jeunes. Là, le choix est peut-être voilà, de proposer ces méditations dès l'âge de 7 ans environ. Donc, les méditations peuvent tout à fait s'adresser à des plus grands. Et dans les exercices, voilà, c'est vraiment un programme clé en main où on retrouve tous les, comment dire, toutes les séances faites les unes après les autres. Peut-être très certainement qu'il faudra enlever 1 ou 2 exercices qui sont peut-être plus pour les plus jeunes. Voilà, j'ai beaucoup parlé et j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je suis encore disponible, donc je peux encore prendre tout à fait 10 minutes si vous avez encore des questions ou que quelque chose n'était pas clair. Et n'hésitez pas à rallumer votre micro au pire ou à converser. Super, merci Pauline pour Bulle de gomme. Je ne connais pas, mais du coup, j'ai regardé. Je me réjouis. Donc ouais, voilà, juste un dernier mot pour vous rappeler, voilà, demain matin, n'hésitez pas à écouter du coup sur Radio Lac, ce sera court, parce que voilà, je suis invitée pour Radio Lac Matin et c'est une petite émission, mais j'espère vraiment vous avoir donné envie de découvrir un peu plus qu'est-ce que c'est que cette pratique de pleine conscience. Sachez aussi qu'il y aura du coup, notamment en septembre et en octobre, des séminaires de formation continue. J'en ai déjà donné cette année à l'université de Fribourg. Et du coup, pour pouvoir vous sentir un peu plus à l'aise, déjà connaître un peu plus la pratique de la pleine conscience, et puis ensuite vous sentir plus à l'aise vous-même pour instruire des pratiques de pleine conscience. Je vous ai mis aussi, et je termine avec ça, quelques livres de bibliographie, donc dans la bibliographie adulte, qui permettent peut-être aussi pour vous d'aller un peu plus creuser qu'est-ce que c'est que cette méditation de pleine conscience, comment je peux pratiquer moi-même. J'y tiens vraiment beaucoup. Je trouve que c'est important de se dire pratiquons d'abord, et puis ensuite, pratiquons d'abord, essayons nous-mêmes, et puis ensuite allons proposer la pleine conscience aux enfants. Je trouverais que ce serait un non-sens d'aller se dire, voilà, je vais expliquer aux enfants ce qu'est la pleine conscience si je ne sais pas ce que c'est, si je ne l'ai pas expérimenté moi-même. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu ces différents ouvrages. Et puis, je peux même revenir s'il faut, si certains voulaient revenir... ça a quitté. Mais du coup, n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin. Normalement, l'ensemble de la présentation et de la vidéo sera en accès replay. Merci à tous pour vos commentaires. Merci Céline, Jessica. Super, Katia, je vois que... Ouais, effectivement, c'est une magnifique approche pour les adultes de demain. Et pour moi, c'est vraiment ça, la pleine conscience. C'est semer des petites graines. Et des fois, peut-être que vous aurez l'impression d'être découragé en vous disant « Oh non, ça n'a pas du tout fonctionné aujourd'hui. » Et en fait, faites-vous confiance. Les enfants nous surprennent toujours par leur manière de réagir, par ce qu'ils retiennent. Et ça, petit à petit, ça prend son sens. C'est un peu comme une fleur qui veut pousser. Bon, voilà, on ne va pas lui crier dessus pour qu'elle pousse. Et ben, un enfant, c'est pareil. Et ça prend son temps. Et la pleine conscience, c'est pareil aussi. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. On peut prendre le temps maintenant. Oui, il y a beaucoup à semer. Et je suis contente que du coup... vous soyez tous là aussi, parce que ça montre que du coup, on est plusieurs à y croire et à pouvoir offrir d'autres pratiques qui sont tout à fait bienveillantes pour les enfants et qui sont au centre de leur bien-être. Okay. Voilà. Alors, hop là. Au revoir. Merci encore à toutes. Passez une belle fin de soirée. Ah, la liste des livres pour adultes. Alors, oui, je peux la remettre rapidement si quelqu'un demandait. Je passe rapidement.
à la fin avec voilà, les références adultes, elles sont là. C'est bien évidemment pas exhaustif non plus, hein, c'est 2-3 auteurs que j'apprécie bien et qui avaient des ouvrages qui me plaisent, hein, mais il y en a vraiment des tonnes et des tonnes d'autres. J'ai pas mis Christophe André, quelle honte, j'aurais pu le mettre aussi. J'ai pas mis Mathieu Ricard avec aussi de nombreux ouvrages. Mais voilà, enfin, si vous regardez sur Internet, il y en a vraiment des tonnes et des tonnes. Et donc, à vous aussi de vous faire votre petite bibliothèque de pleine conscience. Et voilà, je remets un petit peu celle des enfants si vous avez besoin d'y jeter un œil. Voilà, ben, merci beaucoup à toutes et à tous. J'ai eu beaucoup de plaisir et je vous souhaite en tout cas de très belles pratiques de pleine conscience. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je mets de temps en temps ben voilà, les conférences qui vont avoir lieu ou les formations à venir. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je communique aussi et que vous aurez les informations si ça vous intéresse. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite une très belle soirée et une magnifique pratique avec vos élèves et vos enfants. Merci beaucoup. Merci à tous. Au Bonne revoir. soirée. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir, merci. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.